Docteur Daniel Guggenheim, bonjour, Boker Tov. Bonjour. Merci d'être, comme chaque semaine, fidèle au poste, ici dans notre studio pour nous présenter votre chronique, vos réflexions sur l'actualité économique et même sociale, on peut le dire, en cette période troublée en Israël. Nous allons revenir avec vous sur l'un des développements importants. Apparemment, des centaines de milliers d'Israéliens ont reçu au cours des derniers jours cette fameuse allocation, cette prime accordée par le gouvernement, annoncée il y a de cela près d'un mois, plus de 3 semaines, par le Premier ministre. Ça devait être très rapide, mais ça a été beaucoup plus lent que prévu. Et donc, ils ont vu leur compte en banque, ces Israéliens, gonfler soit de 750 shekels par personne, soit de 500 pour les enfants. Alors, est-ce que tout le monde a reçu ou il y a des Israéliens qui ont été discriminés ? Oui. Je voudrais d'abord dire que les semaines se ressemblent puisque nous avons parlé du même sujet et heureusement, même les micros marchent maintenant cette fois-ci, donc ça ne se ressemble pas aux semaines précédentes. Je vous rassure, nous parlons souvent du même sujet ici. Non, l'actualité ne nous permet pas d'avoir chaque jour un autre sujet, même si elle est déjà fournie. Mais bien sûr, je voulais revenir et récapituler pour nos auditeurs ce qui s'est passé cette semaine, ou ce qui va se passer au niveau de l'aide aux particuliers, aux ménages. Je redis, pour ceux qui m'ont pas écouté la semaine dernière, il y a à Kalita un groupe de Mitsui Sruyot qui est dirigé par Ayala Bloom et quelqu'un qui est là-bas dans le Bitoire Loumi, ce qui est extraordinaire, surtout pour les gens qui auraient des problèmes face justement aussi à ce problème, puisque c'est le Bitoire Loumi qui gère l'argent qui va être maintenant, qui a été versé, qui va être versé aux particuliers. Donc ça, c'est une chose c'est ce que je voulais rappeler au départ. Maintenant, en ce qui concerne les mesures elles-mêmes, je voudrais dire aussi 2 choses en préambule. Premièrement, que il y a eu des erreurs, c'est-à-dire il y a eu un rapport maintenant de la Cour des comptes, d'ailleurs, je crois, ce qu'on appelle ici Mvaker Amdina, sur l'informatisation au Bitoire Loumi. Et il a dit que ça marche très mal. On en a été victime et on en est victime aussi cette semaine. Moi, personnellement, j'ai reçu un SMS me disant « Je vais recevoir 1000 shekels pour mes 2 enfants, pour 2 enfants qui sont encore moins de 18 ans. » Or, comme je vous l'ai dit la semaine dernière, je n'ai pas d'enfants moins de 18 ans. Et donc, j'ai même appelé mon conseiller fiscal pour savoir qu'est-ce que ça veut dire. Il m'a dit, ça veut dire que c'est une erreur. Peut-être beaucoup de personnes ont reçu des annonces qui étaient fausses. Il faut qu'ils vérifient dans leur compte en banque si ce qu'ils ont reçu, c'est-à-dire 750 shekels, comme vous l'avez rappelé, au niveau par personne, et 500 shekels pour les enfants. Maintenant, aussi, si c'est quelqu'un qui est handicapé, alors, ou qui a des problèmes qui reçoit d'une autre façon de l'argent des assurances sociales, il ne doit pas seulement recevoir 750 shekels, il doit recevoir le double, 1500 shekels. Ça, c'est une chose. Maintenant, dimanche a été versé l'argent pour les enfants. Donc, ceux qui n'ont pas encore reçu l'argent pour les enfants, c'est qu'il y a un problème. Hier, ont été versés l'argent pour les gens qui sont faibles, c'est-à-dire les 1500 shekels dont on vient parler. Aujourd'hui, normalement, devraient recevoir l'argent pour ceux qui doivent recevoir la somme. Les adultes qui n'ont pas les 750 shekels. Je voudrais dire la chose suivante. Il y a eu marqué dans les journaux la semaine dernière que ce qui s'est passé, c'est que, comme je l'avais dit, il y a 1 million de personnes en Israël dont le Bitoire Lomi ne sait pas comment verser cette somme. Alors, ils ont ouvert un site dans le Bitoire Lomi pour demander aux gens qui pensent ne pas recevoir d'argent d'eux pour l'instant de donner leur numéro de compte. Ce qui s'est passé, c'est à cause de l'erreur d'informatique que j'ai dit aussi, ils ont oublié de demander là-bas la question identificatrice. C'est-à-dire, normalement, on demande la question, pour être bien sûr, c'est vous qui appelez, quelle est la date de l'émission de votre carte d'identité? Et les gens sont rentrés là-dedans, ils n'ont pas vu cette question et ils ont donné là-bas leur compte. Ce qui est très problématique, ça veut dire que n'importe qui n'est pas eux, ont pu indiquer un numéro de compte pour recevoir l'argent que lui, il aurait dû recevoir. Oh là là. Maintenant,
certains m'ont dit que cette erreur a été réparée. Je ne sais pas. Moi, j'ai pas. Mon conseiller fiscal m'a dit pour l'instant de ne rien faire. Et je voudrais simplement dire aux gens qu'ils ne rentrent pas dans ce site et en donnant le numéro de leur compte sans vérifier qu'il y ait bien la question d'identification que je viens de préciser et de ne pas, bien sûr, de ne pas donner le numéro de compte tant qu'ils n'ont pas répondu à cette question. Ça, c'était à ce sujet-là. Donc, ça veut dire ça a été jalonné de difficultés, cette... Oui, c'est les problèmes. On est dans l'ère de l'informatique. On est dans l'ère d'informatique, mais il y a avec ça beaucoup de problèmes. Je suis là pour essayer d'expliquer à nos auditeurs comment ne pas y parer. Ce que je voulais dire, puisque j'ai parlé aussi du futur, où va-t-on? Vous avez peut-être fait ici mention du fait que il y a des bruits du côté de Premier ministre que son conseiller spécial financier travaille maintenant sur donner de l'argent encore juste avant les fêtes. Pour les fêtes de Tishrei. Ils ont dit que ça dépendra de voir quel était le rapport entre... Le ministre des Finances est opposé à ça. Oui. Et eux, ils disent, il faut savoir si l'argent qui vient maintenant de distribuer, leur but avant tout était de relancer la consommation en Israël. Mmh. Et ils veulent voir quel a été l'impact des premières primes. De ces primes qui ont été versées cette semaine. Et en fonction de ça, ils verront. Je voudrais dire, puisqu'on en a parlé également dans les dernières semaines, et sûrement, si vous en avez fait écho souvent, il y a le grand problème du budget qui est lié aussi à ça. Tant qu'il n'y a pas de budget, on se demande pourquoi ils font pas le budget. Qu'est-ce qui s'est passé alors que Netanyahou voulait justement au début qu'il y ait un budget de 2 ans, après il a changé d'avis. Ça permet le fait qu'il n'y ait pas de budget permet peut-être plus facilement à Netanyahou de décider juste à la dernière minute de faire des choses tout à fait différentes, de dire je vais racheter ou je vais maintenant encore donner tel argent ou tel autre argent, parce que si vous êtes un budget, on va vous dire mais pourquoi tu n'y as pas pensé il y a une semaine quand tu es venu nous parler. Et donc ça permet, c'était peut-être une des raisons aussi chez lui, pour lui donner plus de flexibilité à ce niveau-là. Alors ça c'est pour les premières mesures les mesures importantes concernant la lutte contre on va dire la crise économique et sociale. On voudrait aussi parler avec vous de plusieurs lois d'allègement fiscal qui ont été votées ces derniers jours, dernières semaines, concernant l'achat de l'appartement, hein, je crois que c'est concernant le Mas Rechisha, c'est cela, ce qu'on appelle le Mas Rechisha, vous allez me dire comment on le dit en français, pour investir, les caisses de retraite, les investissements, tous ces sujets. Alors, donnez-nous plus de détails. Oui. Concernant le premier sujet de la baisse de l'impôt sur l'achat, c'est d'abord un signe qu'a voulu lancer le nouveau ministre des Finances avec sans doute l'accord du ministre de l'Habitat, Litzman, de vouloir complètement changer le marché de l'immobilier. Pendant la période du précédent gouvernement et du ministre des Finances, Kahlon, il s'agissait de faire fuir les investisseurs du marché immobilier et de le laisser aux particuliers parce qu'il disait on n'a pas assez de ventes d'appartements, on veut le réserver aux jeunes qui veulent, etc. Et donc, on les dissuade. Ils sont même allés jusqu'à presque 10% dans certains cas de Mas Rechisha. Mm-hmm. Ce qui, effectivement, si quelqu'un veut acheter un appartement et qu'il a de l'argent pour ça, je ne sais pas si ça fait une grande différence, mais c'était en tout cas un frein et une volonté du gouvernement de vouloir freiner cet investissement dans l'immobilier. Apparemment, en tout cas, c'est ça qu'ils ont voulu dire. Maintenant, aux gens qui voudraient qu'ils soient des particuliers ou autres, ou même des gens d'étrangers qui voudraient réinvestir en Israël dans des projets immobiliers, vous pouvez le faire et sachez que nous accueillons ça de façon favorable. Il faudra suivre et sûrement on en parlera dans les prochaines chroniques de savoir est-ce qu'il y a une suite? Ça va dépendre aussi. Tout est incertain puisqu'on ne sait pas non plus combien de temps ce gouvernement va. Pour le deuxième sujet, il n'a pas de rapport directement à ce nouveau gouvernement. Mais c'est très très important parce que c'est une chose qui, à l'époque, avait atténué la confiance des investisseurs, des petits épargnants surtout. On leur avait dit, on va vous faire des coupons de Gimel, c'est-à-dire des caisses de retraite, qui sont en vérité de l'épargne à moyen terme. Le HK,
pour investissement. On vous dit quel est le bonbon qu'on vous donne si vous investissez là-bas. On vous permet, à partir de 60 ans, de retirer l'argent, et s'il y a un bénéfice, vous n'aurez pas à payer les 25% que vous devez payer. Normalement, sur un impôt sur des plus-values. Et donc, beaucoup de personnes, surtout qui s'approchaient des 60 ans, se sont dit, c'est bien, je vais réépargner, je vais me lancer dans ce qu'on me propose là, dans ce Coupat Gimel HK, dans cette caisse de retraite pour l'investissement, je vais y aller. Et en quelques années, ce sont des milliards de shekels qui ont été investis dedans. C'était Carlon qui avait voulu faire ça pour relancer l'épargne à moyen terme. Et j'en avais parlé à ce micro, qu'en vérité, pour des raisons bureaucratiques et autres avec la Knesset, le fait qu'il y ait cette dispense d'impôt sur les plus-values et aussi le fait qu'on puisse transformer cette Coupat Gimel en d'autres choses qui sont équivalents à lui n'avait pas été fait. Et alors les gens qui sont arrivés à 60 ans sont arrivés, ont voulu avoir cet argent sans payer les 25%, on leur a dit non, ça n'a pas été voté. Et c'était très grave, parce que il faut savoir que lorsqu'on promet quelque chose à des épargnants et on ne le fait pas, après, ça a un coût. Ça a un coût au niveau que les gens épargnent moins. Il n'y a plus de confiance entre l'État et les gens qui doivent épargner. Et cette semaine, heureusement, ça a été changé. Ça a été arrangé et ça existe. Alors, je voudrais qu'on dise un mot sur les banques, parce qu'on a du mal à suivre quelle est leur situation, leur état. On se fait jamais vraiment beaucoup de soucis pour leurs revenus, pour leurs bénéfices aux banques, mais il y a une sorte de bras de fer entre la Banque d'Israël et les banques dans le contexte de la crise économique. Expliquez-nous un peu ce dont il s'agit. Oui. La Banque d'Israël, il faut le savoir par la loi, son premier objectif est la stabilité des banques. On pourrait imaginer que la loi aurait pensé que c'est le fait que vous ayez à emprunter moins en payant moins, que les consommateurs aient moins de charges à payer à la banque. Non. Ce que la loi a fixé, c'est à part le fait que la Banque d'Israël est un conseiller économique du gouvernement, la loi a fixé que la Banque d'Israël a pour charge de veiller à la stabilité bancaire. Lorsque le Covid est arrivé, pour les résultats du premier trimestre, la Banque d'Israël a envoyé aux banques des instructions comment faire les bilans qui sont publiés à la fin du 31 mars, qui étaient publiés, et d'être extrêmement conservateur et surtout de faire ce qu'on appelle des provisions pour pertes perdues sur les prêts qui avaient été donnés pendant les dernières années, que ça soit aux particuliers, aux entreprises, vu qu'on ne sait pas ce qui va se passer. Ça a fait que les banques ont présenté des milliards de shekels de pertes comptables. Et en plus, ça a entraîné aussi le fait qu'ils ont baissé en bourse beaucoup plus qu'à l'étranger, entre 30 et 50% depuis le début, depuis leur taux, et depuis leur niveau historique de février. C'est énorme. Et donc, ça a été maintenant est arrivé juin. Fin juin, c'est-à-dire il y a maintenant jusqu'à la fin août, les banques, sans doute la semaine prochaine, vont commencer à publier leurs résultats du deuxième trimestre où on sera en plein coronavirus. Maintenant, il y a une discussion entre les banques et la Banque d'Israël de savoir à quel niveau ces provisions doivent être faites. Est-ce qu'on doit encore augmenter le fait peut-être que les banques vont perdre de l'argent? S'ils font ça, ça permettra en plus aux banques, d'une certaine façon, de montrer à l'État et aux particuliers, vous voyez, on a énormément de pertes, on est obligé d'augmenter les taux d'intérêt, etc. Je pense qu'on dit que la Banque d'Israël y est aussi intéressée par la raison que je vous ai dit. Mais les directions des banques et les experts comptables des banques, d'après ce que j'ai pu voir dans les journaux, s'opposent à ce qu'on soit encore plus conservateur en voulant augmenter justement ces provisions, parce qu'ils disent on est arrivé à un niveau mondial des provisions comme on fait dans le monde entier, vu la crise du coronavirus, et il n'y a aucune raison qu'on va resserrer la vis et qu'on va encore remonter encore des pertes qui vont encore plus affecter les comptes des banques. Okay. Et donc il y a une discussion maintenant, comme vous l'avez dit, entre les banques et la Banque d'Israël. Il nous reste 1 minute, Daniel, pour parler de la G5, la 5e génération des portables, des téléphones portables. Qu'est-ce que ça va révolutionner ici en Israël ? Oui,
très très bonne nouvelle qui est arrivée. Israël rentre dans l'ère du ce qu'on appelle le G5. Ça va transformer notre vie, je pense, beaucoup plus que ce que les gens, pour l'instant, chacun le croit, le savent. Il s'agit de pouvoir permettre des informations, d'émettre des informations par l'intermédiaire d'Internet beaucoup plus rapidement et surtout beaucoup plus de données. Et ça peut permettre, par exemple, de faire des... quelqu'un a fait un MRI, une grande radio, et dans ce cas-là, les données qui sont données, ça prend énormément de place. L'ambulance pourra immédiatement le donner à l'hôpital. Voilà les résultats exacts de ce que ça a donné en voyant la photo. Ça pourra permettre de faire beaucoup des objets domestiques dans la maison, comme les frigidaires, votre télévision, le mascan, n'importe quoi, d'être dirigé par vous de très loin. Ça va, c'est l'intelligence des objets qui commence maintenant. On a plus de contrôle là-dessus. Voilà. Et maintenant, ce qui est passé hier, c'est que il y a eu l'appel d'offres qui a été donné aux différentes compagnies des téléphones portables pour justement faire ça. Ils ont déjà les appareils qui sont faits pour avoir le G5, c'est au début des appareils chinois. On en avait beaucoup parlé de ça au niveau politique. Les appareils, je parle des téléphones qui vont servir à ça au début. Et ce qui est très intéressant, c'est par exemple la société Pelephone s'est engagée à ce qu'elle ne va pas augmenter son prix d'abonnement par le fait qu'il y ait un G5. Et donc c'est une bonne nouvelle pour les consommateurs. Bon. Ça va permettre à tout le monde, dans les prochaines années, de pouvoir rentrer dans le monde de l'intelligence des objets. Eh bien, docteur Daniel Guggenheim, merci beaucoup. Il est 8h58 sur Studio Kalita. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin.